On est à l'écolieu du Turc. Face caméra, à votre gauche, ceux qui regardent, c'est Sébastien qui est le propriétaire de l'écolieu, le Turc. Et à droite, Ariane Lecadieux qui s'occupe de l'association Alterfix Lot-et-Garonne. Donc Ariane, vous organisez quoi à l'écolieu ? Avec l'association Alterfix Lot-et-Garonne, on organise ce week-end un week-end thématique pour des porteurs de projets agricoles. Donc ça a duré 3 jours et l'idée c'est d'aller sur des fermes, de rencontrer des agriculteurs, de partager sur leurs expériences d'installation notamment. Ça c'était le thème de ce week-end-là. Et en même temps, de discuter d'aspects techniques autour de l'installation, des aides à l'installation, du parcours. Et après, on a agrémenté ça avec un événement ouvert au public. Donc, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, où là, on a parlé de l'histoire paysanne du Mas d'Agenais et un peu au-delà dans le Lot-et-Garonne. Et tu peux me dire quels sont tes invités, vos invités, enfin les personnes que vous avez à ramener ? Oui, on a eu 3 intervenants. Jean-Marie Richon, qui est un raconteur de pays, Bernard Perret, qui est un agriculteur à la retraite, et Alain Donnefort, qui est un agriculteur toujours en activité. C'est génial. Et votre association existe depuis combien de temps ? L'association Alterfix Lot-et-Garonne, elle existe depuis septembre 2024, mais c'est un projet qui existe depuis plus longtemps dans l'Orne et en Mayenne. Dans l'Orne depuis 2021 et en Mayenne, ils ont commencé leurs activités en 2024. Et vous êtes une succursale ou vous faites partie de l'ensemble ? Enfin, comment c'est ? Il y a l'association, elle est dans le Lot-et-Garonne ou du coup ? On est une association indépendante, mais on est en train, avec l'Orne et la Mayenne, de créer un réseau national, entre guillemets, de l'Alterfix. Donc il y a l'idée Alterfix qu'on partage. Fédération en fait, c'est ça ? Fédéré peut-être ? Ce sera certainement une fédération, mais on n'en est pas encore là. Vous n'êtes pas sûr que ça soit dans cette forme-là, hein, c'est ça ? On ne sait pas encore. D'accord. Pour l'instant, on est vraiment dans la discussion commune et on traite des mêmes sujets, mais sur des territoires différents avec leurs spécificités. D'accord, c'est génial. Donc depuis septembre 2024, et là c'est votre premier événement que vous organisez ? C'est ça, c'était vraiment le lancement là, de l'Alterfix Lot-et-Garonne. Et on a prévu plein d'autres activités dans l'année. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet, il faut des signaux de fumée, comment on voit votre activité ? On peut nous suivre, oui, on a un site internet, donc on le partage avec les autres territoires, c'est alterfix.fr. On a une page Facebook qui est Alterfix Lot-et-Garonne et la même chose pour Instagram. Pour mieux situer un peu l'époque dans laquelle on vit, on va dire, en fait, on sait que d'ici 2030, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. Ça, c'est qu'une partie des agriculteurs qui cessent leur activité. Il y a aussi d'autres agriculteurs qui arrêtent pour d'autres raisons. Et il y en a aussi qui sont à la recherche d'associés. Et l'Alterfix est là pour faire se rencontrer à la fois ceux qui cessent ou veulent diversifier leur activité et des porteurs de projets agricoles qui se posent beaucoup de questions autour de l'installation ou qui en sont déjà à la recherche de foncier agricole. Et donc nous, par nos activités, donc les week-ends thématiques comme on vient de parler, et après le camp d'été qu'on organise sur 2 semaines cet été. Ah, j'en ai entendu parler. Et vous l'organisez où, si c'est pas trop indiscret ? Ça va se passer à la couveuse agricole de Marmande. Donc c'est un espace test agricole où on peut venir pendant 1, 2 ou 3 ans tester une activité. Et voilà, pendant 2 semaines, on va se retrouver sur ce lieu qui nous est mis à disposition par la communauté d'agglomération de Val-de-Garonne. Et là, l'idée, c'est que pendant 2 semaines, on va partir à la découverte du territoire, donc à la fois sur l'aspect agricole, mais aussi touristique, culturel, social, économique, pour donner une vue d'ensemble du territoire aux porteurs de projets et aussi pour leur donner envie de s'installer sur le Lot-et-Garonne. Et après, le fil rouge du camp d'été, c'est ce qu'on appelle les scénarios de reprise de ferme. Donc nous, on va présenter des fermes à reprendre. Et après, avec des structures d'accompagnement à l'installation agricole,
on va faire ce qu'on a appelé des scénarios de reprise de ferme, où pendant un après-midi et une matinée, les porteurs de projets réfléchissent en groupe à ce qu'on va imaginer comme projet après, dans la reprise qu'on aura vue la veille ou le matin même. Voilà. Mais c'est génial, c'est chouette. Et ça, oui, c'est un gros événement. 15 jours, c'est quand même pas rien. Tout le monde peut participer. Comment ça se passe? Il faut s'inscrire et quoi? Alors, les porteurs de projets et les agriculteurs sont les participants de ce camp, les participants principaux. Pour ça, il faut s'inscrire, pour les porteurs de projets notamment. Toujours sur le site? Toujours sur le site, et on va lancer de la communication évidemment autour de ça. Et pour les agriculteurs, ce sera plus ponctuel, on va les inviter à certains moments. Et après, pour les citoyens et les habitants du territoire, on aura aussi des soirées et des journées complètement ouvertes au public, où là, ce sera à participation libre. Et voilà, dans une idée de faire se rencontrer tout le monde, parce que quand on a un projet agricole, c'est pas seulement son projet agricole, c'est aussi s'installer sur un territoire, rencontrer les dynamiques locales et les gens qui vont nous entourer après l'installation. C'est valoriser le lieu aussi, non? Tout à fait. Donc autant mieux connaître, enfin tout savoir sur ce qui est au niveau du lieu. Je trouve ça très chouette. Vous êtes beaucoup à organiser ça? Parce que ça me questionne quand même, il faut du monde. Enfin, j'organise quelques événements, 15 jours, c'est quand même... Pour l'instant, dans le conseil d'administration de l'association, on est 7 habitants du territoire, plus 4 structures locales, qui sont, pour les citer, Terre de Liens, la Maison Forte, qui est un tiers-lieu culturel et agroécologique, Les Petits Grains, qui est un tiers-lieu nourricier, et Au Fil des Séounes, qui est une association environnementale. Donc, toutes ces organisations, plus les citoyens qui sont impliqués, on se réunit régulièrement, on organise ces événements-là ensemble. Et après, là, suite à ce week-end qu'on vient de passer, il y a aussi des porteurs de projets à qui ça donne envie de s'impliquer dans l'association. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, que notre communauté, entre guillemets, va grossir et qu'on va impliquer plus de monde pour l'organisation de tout ça. Oui, parce que ça date de septembre, la création, donc forcément, il faut un certain temps. Et vous ne voulez pas faire des appels aux bénévoles? Si, Ou bien si sûr, c'est D'accord. prévu, oui, oui. C'est prévu. On a besoin d'aide. Super, mais c'est génial. Je te remercie pour tes réponses. Est-ce que tu peux passer le petit micro poileux à Sébastien? Le petit micro poileux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc c'est toi qui t'occupes de l'écolieu Le Turc. Quelle idée t'as pris d'accepter l'organisation d'Alterfix? Pourquoi? Je vais t'expliquer tout ça. L'écolieu du Turc, en fait, c'est un lieu qu'on vit avec ma compagne depuis 4 ans. Et on fait déjà de l'accueil en tourisme. On a 2 gîtes sur le lieu et une grande salle d'activité. Et nous, notre vocation, c'est pas de faire que du tourisme lambda, mais c'est déjà de faire de l'accueil en écotourisme et aussi de favoriser des rencontres autour d'initiatives du territoire ou d'initiatives locales sur tout un tas de sujets qui nous intéressent et qui nous concernent, comme l'agriculture, l'écologie. Comment ça? Attends, l'écologie, ça vous concerne? Oui. Alors, je t'ai parlé d'écolieu, écolieu du Turc. Oui. Nous, on est plutôt dans une démarche on était déjà dans une démarche d'écotourisme. Hein. Qu'est-ce que tu entends par écotourisme? Alors, l'écotourisme, en fait, c'est d'essayer d'avoir une réflexion sur comment le fait de voyager, de prendre des vacances, peut se faire en ayant un impact réduit sur notre planète. Donc, nous, on est déjà dans une démarche où on essaie à la fois de réduire nos impacts, de faire réduire les impacts de nos locataires qu'on accueille. En général, on a plutôt tendance à recevoir des gens qui sont déjà un petit peu ou qui se sentent déjà concernés plus ou moins par ça. Et puis, quand on les accueille, en fonction de leur niveau d'intérêt par rapport aux choses, on essaie de faire un maximum de sensibilisation douce sur un certain nombre de sujets comme le compostage, le tri des déchets, la gestion de l'eau, la gestion du chauffage, etc., etc. Voilà, on est plutôt dans une démarche de... En fait, le lieu ici, mais peut-être qu'on le verra dans tes images, c'est 2 grandes bâtisses de 600 mètres carrés sur une zone naturelle de 2 hectares à peu près, où on a quelques animaux qui se promènent, des brebis, des canards et des moutons. Et on est en pleine campagne, quoi, à peu près à 2 km du centre-bourg du Mas-des-Genêts. Donc on voit ce lieu comme un lieu de mise au vert, de déconnexion pour des gens qui peuvent potentiellement venir de coins un peu plus urbains et qui ont besoin un petit peu de se ressourcer
dans la nature, quoi. Donc voilà, on essaie de faire que ce soit un lieu de pause, où tu prends le temps de respirer un petit peu et de De vivre. profiter de la vie et de vivre. Voilà. C'est Et génial. notre modèle, il s'arrête pas à que accueillir des gens qui viennent en vacances, mais on accueille aussi, alors on accueille déjà des séjours, des gens qui viennent faire des stages ou des ateliers. On a une salle d'activité aussi qui permet de proposer ça ici. Et aussi, on a très très envie de commencer à s'ouvrir et organiser ou à accueillir des événements ouverts à tous, donc des événements publics. Et il se trouve que c'est la première fois qu'on accueille ici un événement ouvert au public dans le cadre du week-end Alterfix. Donc on a reçu les stagiaires et l'équipe d'Alterfix pendant les jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de leur week-end. Et ils ont logé dans les gîtes, ils ont rayonné sur le territoire à partir de notre lieu. Ils ont accueilli des moments de transmission ou de présentation de sujets liés à l'agriculture paysanne dans nos gîtes. Et ça se clôturait en fait par cet événement public où, au-delà des porteurs de projets et des agriculteurs qui sont venus discuter ensemble dans le cadre du week-end, on a proposé Alterfix a proposé à l'Écolieu du Turc un événement ouvert à tous, donc aussi aux habitants du territoire qui sont aussi complètement concernés par ces sujets. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on aime bien voir ici, quoi. Voilà. Pour le peu que j'ai vu, je peux vous dire que vous avez réussi. Je trouve ça très joli. Je vous remercie au nom des gens, mais bon, enfin, qui suis-je? Bon, en tout cas, je trouve ça très chouette. Je vais revenir régulièrement voir vos activités, vos 2 activités, parce que je suis voisin. Et je vous remercie pour avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci. Et j'habite maintenant Laguerre, donc qui est une commune divisée en 2 parties. Une zone d'expansion des crues, certains disent une zone humide, je préfère dire expansion des crues. Et nous avons une deuxième zone qui est sur la terrasse. Nous sommes sur la 2e terrasse. Ici, vous êtes sur la 3e ou 4e terrasse, à la même hauteur que Meillan, je pense. Et donc, je suis né les pieds dans l'eau, et puis en fait, je me retrouve à Laguerre, les pieds au sec maintenant, à 80 balais. Il faut prendre des précautions quand même. Alors, donc, dans les années 1950, effectivement, j'ai connu cette agriculture. J'avais 7 ans, en 52, j'avais 7 ans. Et j'ai connu cette agriculture, enfin, déjà les paysages. Alors, les paysages, c'était véritablement un paysage bocager. Et il y avait beaucoup de haies, beaucoup de haies. Les parcelles étaient beaucoup plus petites, moins étendues, donc, et elles étaient séparées par soit des rangs de vignes, et dans les rangs de vignes, je me souviens, il y avait des arbres fruitiers, des pruniers, des abricotiers. Et souvent, au bout du champ, au bout du rang, il y avait un noyer. Et des fois, même un chêne centenaire, bicentenaire, etc. Donc, c'est le souvenir que j'ai. Je vais vous raconter que les souvenirs que j'ai de mon enfance. Donc, un paysage bocager. D'ailleurs, alors, mon père me disait... Tu sais, drôle, alors, il me parlait un peu toi, évidemment. Je le comprenais, mais je ne le parlais pas encore que. Bon. Et donc, il me disait, tu sais, les haies, c'est important. Parce que les haies, ça protège du vent. Le vent d'automne, il me parlait du vent d'automne. Je ne sais pas ce que c'était, moi, j'ai appris après. Hein. Le vent d'automne, il me dit, en plus, quand il pleut, ça retient l'eau. Bon. J'écoutais ce qu'il me disait, mais je me rends compte que maintenant, c'est la vérité. Puisque nous manquons de haies, je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Il y en a moins, hein, c'est tout. Donc, l'hiver, je me souviens qu'il coupait le bois, il émondait les arbres. Et donc, il avait aussi, faisait le bois aussi dans le massif forestier du Malzagenais. Il avait une coupe qu'il obtenait dans le cadre de la fouage. C'est encore le cas d'ailleurs. Hein. Et donc, je me souviens aussi qu'il me portait sur les épaules pour regagner la ferme aux 3 pointus. Elle avait 3 étages, cette ferme. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que c'était une ferme du XVIIe siècle, mais je ne le savais pas à mon âge. Je l'ai appris plus tard en faisant des lectures dans les documents. Et donc, je parle de tout ça parce que le bois à cette époque-là, les arbres avaient de l'importance. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de haies, beaucoup plus de bosquets, de bois,
Mais ceci dit, il en reste. Nous avons un massif forestier, nous avons un marqueur sur le territoire, ce sont les peupleraies qui longent la Garonne, dans les lieux humides, où autrefois, curieusement, c'était des prairies. Et ces prairies, au bord de la Garonne, je m'en souviens très bien, parce que mon père me disait, bon, il va falloir que tu ailles garder les vaches. Hein. Et les vaches, on les gardait au bord de la Garonne. Et souvent, les prés n'étaient pas bien clôturés, et il fallait éviter que les vaches n'aillent manger le blé, brouter le blé du voisin, etc. Voilà. Donc, c'était un droit de responsabilité pour nous. En fait, dans les années 50, et un peu plus, c'était une agriculture, c'était la polyculture. Il y avait toutes les cultures. Et je me souviens que mon père me disait, ou nous disait, parce que j'avais 2 frères aussi, nous disait, bon, il ne faut pas mettre toujours la même culture sur la même terre. Et il insistait, il fallait faire tourner. On appliquait l'assolement. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y avait des agriculteurs qui appliquaient l'assolement tous les ans, d'autres qui attendaient 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres qui utilisaient la jachère, etc. C'était assez compliqué pour moi de comprendre tout cela. Mais bon, j'ai compris beaucoup plus tard. Pourquoi? Donc, on changeait comme ça de culture, parce qu'avec la monoculture, forcément, on épuisait les terres. Donc, ce que je me souviens aussi, c'est qu'il nous disait, il ne faut jamais laisser une terre nue. Il faut toujours, après une récolte, il faut toujours labourer et puis ensemencer. Alors, on ensemençait du sainfoin, de la luzerne, je me souviens, sainfoin, luzerne. Il y avait une autre plante, je ne me souviens plus. On s'en servait de fourrage, mais en fait, c'était un engrais. C'était les engrais verts, finalement. Il fallait bien sûr apporter un complément, et le complément à cette époque-là, parce que tous les agriculteurs avaient un troupeau de vaches, 10, 12, 15 vaches, des vaches domestiques, des vaches laitières. Alors, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui passait pour ramasser... C'était toi qui passais, non? Voilà, je raconte en tant que raconteur de pays, alors je ne suis pas conférencier. Hein. Donc je disais que tous les agriculteurs avaient un petit troupeau de vaches et donc ils avaient du fumier. Et ce fumier servait d'engrais. Je me souviens la noria de tombereaux, de charrettes qui défilaient dans les champs et on épandait le fumier à la fourche. Et ensuite on recouvrait évidemment la terre et qui était donc qui devenait fertile. Ce qu'il faut bien savoir aussi, mais vous le savez, nous sommes dans le bassin aquitain et la mer nous a recouvert il y a très longtemps, jusqu'à Périgueux, jusqu'à Agen. On parlait du golfe de Périgueux, du golfe d'Agen. Donc toutes les terres que nous avons, aussi bien dans la plaine inondable que sur les terrasses, contiennent des sédiments. C'est la raison pour laquelle nous avons des terres très riches. Voilà. Le Val-de-Garonne, c'est un paysage très diversifié, très riche en sédiments, plus ou moins différents selon l'endroit où l'on se trouve, bien sûr. Mais c'est la mer qui a façonné un peu notre paysage au tout début. Et c'est l'homme ensuite qui l'a transformé. Mais je ne vous apprends rien du tout. Donc, à la ferme, mon père était métayer, donc il fallait partager avec le patron. Je vais aller très vite, hein, pour ne pas monopoliser quand même la parole. On avait tout, la volaille, les dindons, les pintades, etc. Et le cochon, et dans le cochon, tout est bon. Alors donc, il y avait la tuaille du cochon, c'était toute la famille qui se réunissait, les voisins aussi. Et le soir, boudin, saucisson, jambon, graton, etc. Mais le soir, on faisait un repas, c'était la fête. C'était la fête aussi quand on dépanouillait, les séances de dépanouillage. Alors, le dépanouillage, quand j'étais gamin, je m'en souviens, hein, parce que le maïs ne se ramassait pas avec les machines. Hein. On faisait tout à la main. Et voilà, ça s'envole. On faisait tout à la main. Alors, on ramassait les panouilles, on les étendait dans un endroit sec, et puis après, on dépanouillait, c'est-à-dire qu'on enlevait les petites feuilles pour ne garder que la panouille. Voilà. Et là, on faisait la fête. On chantait, on dansait, les enfants, évidemment, rigolaient, ils se couchaient tard et on était heureux. Cette fête, on l'a retrouvée lors des moissons. Alors, les moissons, le dépiquage, avec la batteuse. Alors, d'abord, on avait fait le gerbier, le paillet, on disait le paillet. Ensuite, il fallait extraire le grain,
Donc la batteuse arrivait. Et là, une vingtaine, une trentaine de voisins arrivaient pour aider le propriétaire ou le métayer, ou le fermier. Et donc là aussi, c'était l'occasion de rivaliser de force, je dirais, parce que les hommes transportaient des sacs de 50 kilos, c'était à celui qui en transportait le plus dans une journée. Alors, il y avait toujours un champion le soir, et après, on faisait la fête, on chantait, on dansait, c'était... Je dis tout ça, pareil pour les vendanges. Hein. Alors, les vendanges, c'était vraiment encore différent. Les enfants participaient avec leurs petits sécateurs, leurs petits paniers, et c'était à nouveau la fête. Alors, je dis tout ça parce que, en fait, il y avait tout un esprit de solidarité. Enfin, je le vivais comme ça. Il y avait beaucoup de solidarité, d'entraide, de coups de main, de service. Alors, bien sûr, il y avait les agriculteurs qui se fâchaient de temps en temps entre eux. Ça doit exister encore. Mais donc, cette solidarité, c'est ce que j'ai retenu quand j'étais enfant. Alors, les engrais qu'on utilisait, c'était le fumier. Alors, il y avait un truc qui m'intriguait. Dans le séchoir, je voyais toujours des sacs blancs. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un jour, je vois mon père prendre le produit qui était à l'intérieur, il le mettait à côté du pied de tabac, juste avant qu'il pleuve, parce que le lendemain, il pleuvait. C'était du nitrate. Donc déjà, on commençait à voir apparaître le nitrate. Et pour sulfater la vigne, on utilisait le sulfate de cuivre. Ça n'a pas changé. Hein. Je pense que c'est encore comme ça. Ou peut-être pas. Donc, il y avait un autre engrais qui était naturel. C'est celui qu'on appelait la lyse. Alors, la lyse était apportée par la Garonne. La Garonne, lorsqu'elle inondait la plaine et lorsqu'elle se retirait, c'est le vent d'automne, non? C'est bon. Lorsqu'elle se retirait, elle déposait un limon qu'on appelait la lyse et qui venait fertiliser donc la terre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui la lyse est aussi un engrais riche. Voilà, l'eau est peut-être un peu plus polluée. Alors, je vais parler de la Garonne parce que pour un agriculteur qui habite dans le Val de Garonne, la Garonne, c'est une amie, une compagne, mais c'est aussi un ennemi. Les agriculteurs d'antan, et même ceux d'aujourd'hui, qui habitent dans la plaine inondable, sont amenés de vivre avec la Garonne. La Garonne, il faut l'appréhender, il faut appréhender ses colères, il ne faut pas la domestiquer, mais il faut anticiper les crues. Et les agriculteurs savent faire, parce qu'ils ont des repères. Je me souviens très bien des repères qu'avait mon père. Et déjà, la couleur de l'eau, le temps qu'il fait, etc., ça donne une indication. Et on sait si on va avoir affaire à une crue moyenne, une petite crue ou une grosse crue. Et lorsque la Garonne déborde, n'est-ce pas? Eh bien là, on anticipe, on attache le fagotier, on monte les volailles au grenier, et à la fin, on monte le troupeau, le taureau et le cochon à la fin, parce que là, c'est pas une mince affaire. Hein. Le cochon, il crie beaucoup, et le taureau, il se défend. Voilà, sous le bras, oui. Non, il y avait toujours un terre-plein dans les fermes qui était donc aménagé pour permettre au bétail de ne pas se noyer. Je vais vite. Donc, j'ai connu après, beaucoup plus tard, l'évolution de l'agriculture avec la mécanisation. Alors, la mécanisation, les moissonneuses, n'est-ce pas, les semoirs, l'abandon de certaines récoltes, de topinambour, les artichauts, tout ça, ça a disparu. Les vaches, le fumier, les pigeonniers dans lesquels il y avait de la colombine qu'on utilisait encore de bon temps. Et puis, ça a été abandonné. Et puis est apparu, me semble-t-il, mais j'avais 25 ans à cette époque-là, est apparu plus, il y avait moins de solidarité, je dirais l'individualisme. Déjà, les agriculteurs étaient un peu à la recherche de rendement, ils spéculaient davantage. Et donc, il me semble que l'esprit était en train de changer. Puis, alors là, j'étais élu en 77 à la Gruyère, on a eu affaire au remembrement. Alors, le remembrement, vous le savez, consistait à regrouper les terres autour de la ferme, ça facilitait le travail, ça permettait d'intensifier
oui, de rendre la culture intensive, hein, quelque part. Ça permettait aux tracteurs de tourner plus facilement. Mais en même temps, un gros inconvénient, c'est qu'on a fait disparaître les quelques haies qui existaient encore. Heureusement qu'aujourd'hui, on en replante quelques-unes avec les aides du département. Mais bon, avant de replanter toutes les haies que j'ai connues dans les années 50, il y a encore beaucoup de travail. Donc, le remembrement. Alors, les cultures reines, ça a toujours été quand même le tabac, parce que le tabac, à l'époque que j'ai connue, était une récolte sûre, mais qui demandait beaucoup de travail. Je ne vais pas vous dire toutes les tâches auxquelles j'ai participé. Le tabac, le maïs, bien sûr, le blé, et toutes ces cultures étaient en rotation. Surtout le maïs. La tomate de Normande plein champ, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, mais cette tomate a disparu, quoique il y a quelques créneaux maintenant, de tomates plein champ, du côté de Périgueux, je crois. Et tout cela a été remplacé par des tomates que l'on ramassait à la machine. Pareil pour les haricots verts. Alors, je me suis payé les études en ramassant les haricots verts à la main. Voilà. Et puis après, la machine est arrivée. Ils ont été ramassés avec la machine. Pareil pour les tomates, la petite tomate qu'on appelait la Roma. Et puis après, sont apparus les serres avec les tomates, les fraises, nouvelle culture. Mais les fraises ras du sol, il n'y en a pratiquement plus. Ce sont les fraises hors sol, on les ramasse à portée de main. Elles ne poussent pas dans la terre, mais dans un substrat qui ne ressemble pas à la terre. Bon. Voilà, ça va mieux. Alors, donc, je termine parce que, en fait, d'une agriculture traditionnelle et familiale, on est passé, me semble-t-il, à la Gruyère, à Calonge, pour les communes que je connais bien, à une culture intensive, monoculture, mais il reste quand même encore pas mal de maraîchage. On est dans une région riche alluvionnaire, et quand on se promène dans le Val-de-Garonne, ben, on rencontre de l'agriculture traditionnelle qui devient agriculture raisonnée, et puis est apparue l'agriculture biologique plus respectueuse de l'environnement. Et j'ai quand même l'impression que tous les agriculteurs ont cet objectif de faire mieux avec les moyens qu'on leur donne. Il faut dire qu'ils sont confrontés à des défis nouveaux qui sont la sécheresse, les changements climatiques, les normes, la concurrence avec les produits qui ne sont pas produits avec les mêmes normes, etc. Et donc, je me dis que quand même, on est dans une région, c'est un mal de cocagne, le Val-de-Garonne. Voilà, des paysages diversifiés, des couleurs, beaucoup de couleurs en été, des odeurs. Vraiment, je m'y sens bien. Et je pense que la leçon qu'il faut retenir pour quelqu'un qui veut s'installer dans le Val-de-Garonne et dans la plaine inondable, c'est quand même qu'il faut vivre avec la Garonne, avec le fleuve. Voilà. Vivre avec lui, appréhender ses colères. Et ma foi, l'essentiel est peut-être là pour ceux du moins qui veulent s'installer dans la plaine inondable. J'arrête là parce que un raconteur de pays peut vous parler pendant 2 heures. Hein. Alors, si je vais terminer quand même, je vais vous lire, on va chanter ensemble. Tu me tiens le micro, s'il te plaît. Allez, comme ça, en plus, on a un tour de chant. Voilà, alors, c'est un texte qui a été écrit par Gustave Nadeau. Gustave Nadeau, c'est le Brassens belge. Tiens, il y a quelqu'un qui est né en Belgique. Ah, voilà, c'est ça. Alors, c'est Si la Garonne avait voulu. Si la Garonne avait voulu l'enturlu. Allez, vous répétez. Si la Garonne avait voulu l'enturlu. Quand elle sortit de sa source, dirigeait autrement sa courbe, et sur le Midi s'est penché. Qui donc eût pu l'empêcher? Tranchant, vallon, plaine et montagne. Si la Garonne avait voulu l'enturlu. Elle allait arroser l'Espagne. Si la Garonne avait voulu l'enturlu, comme des mailles. Si la Garonne avait voulu l'enturlu. Pousser au nord sa marche errante, elle aurait coupé la Charente, coupé la Loire.
au bord fleuri, couper la Seine dans Paris, et moitié verte, moitié blanche, si la Garonne avait voulu, l'enturlu, elle se jetait dans la Manche. Si la Garonne avait voulu, l'enturlu, Cap de Maille, si la Garonne avait voulu, l'enturlu, elle aurait pu boire la Saône, boire le Rhin, après le Rhône, de là se dirigeant vers l'Est, absorber le Danube à peste, et puis vivre à force de boire, si la Garonne avait voulu, l'enturlu, elle aurait grossi la mer Noire. Si la Garonne avait voulu, l'enturlu, elle aurait pu, dans sa furie, pénétrer jusqu'en Sibérie, passer l'Oural et la Volga, traverser tout le Katchanka et d'Atlas en chargeant l'épaule. Si la Garonne avait voulu, l'enturlu, elle aurait dégelé le pôle. Si la Garonne avait voulu, l'enturlu, à vous. Si... Eh bien, on a une belle chorale, hein. Alors, si la Garonne avait voulu, l'enturlu, humilier des autres fleuves, seulement pour faire ses preuves, elle arrondit son petit lot. Ayant pris le Tarn et le Lot, elle confisqua la Dordogne. La Garonne n'a pas voulu, l'enturlu, quitter son beau pays de Gascogne. Elle n'a pas voulu, la Garonne. Jules Bocarne, mais nous avons un chanteur au Masdagenais, c'est Raphaël de Maillot qui la chante très très bien, que tout le monde connaît ici, enfin du moins les habitants du Masdagenais. Voilà, j'ai terminé. Voilà. J'avais déjà la place toute trouvée, électricien. Mais l'instituteur de Saint-Estige, qui était M. Poublan, est allé voir mes parents et a dit votre fils, il faut qu'il continue les études. Hein. Alors, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, il a réuni le conseil de famille, c'est-à-dire mes deux frères et puis la famille, pour demander s'ils étaient d'accord pour que je continue les études. Et c'est comme ça que je suis rentré au cours complémentaire. Et rebelote, arrivé en troisième, le directeur est venu voir mon père pour lui dire, bon, votre fils, il faut qu'il passe le concours d'entrée à l'école normale. Voilà. Ah, qu'est-ce que cop, c'est qu'il ne voulait pas, parce qu'il fallait payer. Mais le directeur lui dit, non, s'il rentre à l'école normale, les études sont gratuites. Ah, qu'est-ce que cop, il a donné l'autorisation. C'est comme ça que je suis devenu instituteur, puis après raconteur de pays, montreur d'étoiles, et maître de l'école d'autrefois à la Gruère. Voilà. À Cocoyon ou pas, hein. J'aurais bien interrogé Alain d'abord sur l'agriculture biologique. Tiens, vas-y, prends le micro. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Alain Donnefort. Je pense qu'une partie me connaissent, mais pas tous. Je suis agriculteur, fils d'agriculteur d'ailleurs aussi. Mais ça n'a pas été une suite logique. Moi, mes parents, comme je réussissais aussi à l'école et que mon père a trouvé que lui, il s'embêtait beaucoup pour le peu qu'il gagnait, il m'a dit, en gros, je mets le feu à la baraque, si tu restes là, il était hors de question que je reste là. Et moi, dès l'âge de 4 ou 5 ans, pourtant, c'était ma passion déjà. Donc, je suis parti, il m'a poussé à étudier, j'ai continué. Après le bac, il m'a plus poussé, mais après le bac, c'est moi qui ai pris goût, donc j'ai continué. Et voilà, je n'étais pas parti dans des études agricoles du tout, parce que je devais être bureau d'études de construction mécanique industrielle dans un premier temps. Puis ensuite, dans les bureaux d'études dans la région parisienne, je trouvais que le soleil de l'autre côté des vitres, bureau d'études ou bureau tout court, c'était quand même pas mon truc. Et réaction un peu con des fois quand on est, voilà, je sais pas, on ne réfléchit pas assez peut-être. J'aurais très bien pu changer de métier par la suite ou suivre des promotions, qui sait, mais je me suis orienté vers le social et je suis reparti pour 3 ans d'études à ce moment-là. Plus les voyages, ça m'a porté assez loin. Et c'est qu'à l'âge de 28 ans que je me suis installé. On me disait toujours au village, moi, tu comptes pas travailler un jour? Effectivement, à 28 ans, je n'étais pas encore installé en quoi que ce soit. Et puis maintenant, on me dit l'inverse. Maintenant, on me dit, tu comptes pas t'arrêter? Donc voilà, j'étais déjà consommateur bio. Donc quand je me suis installé, c'était en 85. On fait un double actif à ce moment-là, parce qu'on accueillait des jeunes délinquants sur une ferme, une pseudo-ferme dans le Gers. Et c'est quand mon père est décédé que finalement, il m'a fallu revenir avec d'ailleurs les jeunes qui étaient encore là, jusqu'à ce qu'ils finissent de grandir. Donc j'étais en double actif jusqu'en 90. Mais dès 85, j'ai converti en bio. Comme j'avais un revenu à côté, ma compagne aussi, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aide de conversion à la bio. C'est nous, avec nos structures ensuite, qui avons porté ces revendications et obtenu ce genre de choses. Donc je me suis converti assez rapidement grâce à ça, grâce au fait que j'étais double actif.
Et puis assez rapidement aussi, comme le métier d'agriculteur est surtout déjà dans ces années-là, un peu comme aujourd'hui, avec toute la mécanisation qu'il y a, être agriculteur, moi j'étais en grande culture, je suis toujours en céréales et élevage bovin. Donc c'est un domaine où avec le matériel, on n'a pas vraiment besoin justement. Moi j'ai connu ce que tu racontais aussi quand j'étais gamin, le maïs, les vendanges, tout ça. Maintenant, depuis déjà longtemps, on n'a plus besoin des voisins. C'est pas que les gens soient moins solidaires, c'est qu'ils ont moins besoin de l'être. C'est la mécanique qui remplace la solidarité avec les voisins. Puis il y a beaucoup moins de voisins agriculteurs en plus du coup. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Relance-moi, je fais... Parce que tu es parti sur la solidarité, le fait que ce Voilà. soit mécanisé. Voilà. Et d'être seul. Alors la mécanique, puisque c'était mon premier métier, de formation et de passion, encore aujourd'hui d'ailleurs, ça me va. Sauf que toute la semaine et toute l'année avec de la mécanique, il me manquait quelque chose. Et donc, en gros, je peux dire que j'ai été agriculteur en bio, mais agriculteur bio en mi-temps, plus ou moins, à peu près, et l'autre mi-temps toujours dans des associations ou dans ma commune, ma communauté de communes comme élu, des choses comme ça, toujours en gros presque mi-temps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la preuve ici aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui c'est dimanche, ça va, c'est de l'extra. Mais en semaine, ça m'arrive encore pareil, de partir relativement souvent. Ça aide pas à travailler sur une ferme, mais bon, ça aide par contre à rencontrer des gens, et ça dépend comment on est fichu, chacun, mais moi je suis fichu comme ça, je pense que je ne pouvais pas travailler seul avec mes machines ou avec mes vaches. C'est pas mal, mais c'est quand même pas suffisant. Et donc rapidement, on a monté, c'était déjà avec Bernard, moi j'ai rencontré Bernard en 85, lui il se convertissait en bio et moi c'est pareil, du moment que je mangeais bio, dès que je me suis installé, j'ai voulu convertir en bio. Et donc en 89, contrairement à ce que disait Agrobio l'autre jour à son AG, c'est pas en 92 ou 13, comme il disait, c'est en 89. J'ai encore le cahier de délibération de l'Assemblée générale constitutive. C'était à Sainte-Livrade au lycée agricole et c'était en octobre 89 qu'on a créé le CIVAM Agrobio 47, qui n'était pas CIVAM Agrobio 47, qui était CIVAM Agrobio du Sud-Ouest, puisqu'on avait l'idée de faire quelque chose de plus large. Et on l'a créé justement parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le cahier des charges national de l'agriculture biologique. Il y avait X cahiers des charges qui chacun revendiquait d'être meilleur que, bien sûr, les autres à côté. Donc chacun avait le sien. Nature et Progrès, Biofranc, Unia, FESA, Demeter, enfin il y en avait une tripotée. Et donc nous, l'idée, en créant le CIVAM Agrobio, c'était de regrouper tous les agriculteurs bio, et on était beaucoup moins nombreux que maintenant, donc espacés, isolés sur le département. Et c'était l'idée de les regrouper pour sortir de ces chapelles, on peut vraiment les appeler des chapelles à ce moment-là, et essayer d'avoir une réflexion pour développer la bio sur des bases techniques et avec des formations, ce que continue à faire aujourd'hui Agrobio, de la formation, de l'information, et puis avoir une structure qui soit portée par les agriculteurs bio eux-mêmes et pas par des huiles de la FESA, de l'UNIA ou d'autres structures comme ça. Et c'est comme ça que je dis encore aujourd'hui à Agrobio 47 qu'il faut le mettre en avant, parce que souvent je vois des agriculteurs qui veulent s'installer et qui pensent qu'Agrobio 47 c'est la même chose c'est une petite chambre d'agriculture bis ou c'est une structure comme venant d'une administration. Non, c'est la structure qu'on pourrait avoir envie de créer encore aujourd'hui, sauf que comme elle existe déjà, je pense qu'on a facilement tendance à la prendre pour une entité comme ça, une administration presque comme une autre. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas la peine de recréer un CIVAM bis ou un Agrobio bis. Il existe. C'est déjà pas mal qu'il ait tenu comme ça jusqu'à présent. Mais dans la foulée, quand on l'a créé en 89, il se trouve qu'à la Chambre d'agriculture, où on a mis le siège de Agrobio à cette époque-là, volontairement, parce que c'était quand même, la Chambre d'agriculture est quand même censée représenter tous les agriculteurs, y compris les bio. Donc on avait mis le siège là-bas, et à la Chambre d'agriculture, on y a rencontré, on savait qu'il y avait d'autres CIVAM qui ne s'occupaient pas d'agriculture bio, ni d'agriculture d'ailleurs des fois. CIVAM, c'est Centre d'initiative et de valorisation pour l'agriculture et le milieu rural. Donc c'était déjà porté à s'occuper de beaucoup d'autres choses que l'agriculture. Et comme il y avait déjà 16 CIVAM au niveau du Lot-et-Garonne, ça veut dire qu'il y avait une fédération des CIVAM et qui avait son siège aussi, son bureau à la Chambre d'agriculture.
et qu'il y avait un animateur que d'ailleurs on verra à Alterfix un moment ou l'autre, parce que je l'ai déjà invité, il ne pouvait pas être là, mais on le verra par la suite, je pense, parce qu'il a pris la retraite maintenant. Un animateur, et ça, on a été bien content qu'il y ait un animateur comme ça, qui s'ennuyait peut-être des fois un peu avec le CIVAM, qui parlait plus cuisine ou art ménager que agriculture. Et puis voilà, il y a pris goût. Et je suis parti avec lui bien souvent, revenant à 2 h du matin ou 3, dans les Pyrénées, en Gironde, dans les Landes, etc., pour qu'on fasse un CIVAM bio dans chaque département. Et c'est ce qu'on a fait. La Gironde a traîné un peu, et pour pouvoir créer une fédération. Et on a créé l'année suivante une fédération, la FC3A, Fédération des CIVAM et Associations agrobiologiques d'Aquitaine, qui est devenue, sous mon mandat encore, puisque je suis resté assez longtemps, qui est devenue Bio d'Aquitaine. Et puis bien sûr, quand la région est devenue Nouvelle-Aquitaine, ça a fait Bio Nouvelle-Aquitaine, qui est l'antenne régionale donc de la FNAB, Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et donc la Gironde, elle, l'année suivante, a fait aussi son CIVAM bio et a adhéré bien sûr à la fédération régionale. Et aujourd'hui, c'est Bio d'Aquitaine, la FRAB, Fédération régionale de l'agriculture biologique. Bon, après, il y a eu plein d'autres trucs. On a créé des... Moi, j'étais bien sûr à la FNAB, j'étais administrateur à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique. Ça, c'est pareil, c'est une institution qu'on a reprise en 90 parce que, pareil, elle était en train de partir dans les mains de Philippe Desbrosses, tu as dû connaître, toi, Bernard, qui, avec la FESA ou UNIA, je ne sais plus quelle autre chapelle comme ça, avait commencé à l'accaparer. Ça a été un peu pareil avec le centre d'expérimentation en grande culture à Durand, dans le Gers, à côté de Auch, qui est un centre d'expérimentation en essai système qu'on appelle, sur des rotations longues de 7 ans minimum, qui était quelque chose justement qui avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, on en mesurerait davantage l'intérêt, puisque maintenant ça fait un paquet d'années. Mais à ce moment-là, tout le monde trouvait que c'était un peu trop long, ces rotations qui allaient donner des résultats qu'au bout de minimum 7 ans, et peut-être 2 fois 7 ans, si on veut renouveler un peu quand même les résultats pour avoir un regard objectif. Et donc, c'est redevenu un essai analytique. Et puis surtout, moi, j'ai tenté d'en faire un centre d'expérimentation qui soit interrégional, comme la coopérative qu'on a créée, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Bon, là, on ne m'a pas suivi, donc c'est resté un centre d'expérimentation Midi-Pyrénées. Mais ça veut dire que là aussi, c'est du travail qui se fait un peu dans l'ombre. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas le CREAB, le Centre régional d'expérimentation en agriculture biologique. C'est pourtant des institutions voilà, qui sont des petits trucs entre les mains de producteurs, mais trop peu, parce qu'il y a quand même une difficulté de plus en plus à recruter des gens pour passer le temps qu'il faut passer pour faire marcher des organismes comme ça, quoi. Voilà, donc je ne raconterai pas plus. Je pense que je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez un peu le topo de l'historique de la bio en partant de 85. La bio existait bien avant. C'était déjà pas... Ça a bien plus que 40 ans pour le coup. Mais enfin, moi, je parle de ce que je connais. J'étais un petit jeune à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis plus un petit jeune parce que moi-même, je devrais... Alors, je me suis occupé de l'installation de jeunes en agriculture paysanne, bio, bien sûr, en général, parce que quand elle est paysanne, elle est généralement bio, mais en fait, ce n'est pas une obligation. Et je m'en suis occupé avec l'ADR pendant quelques années. Et il se trouve qu'on a rencontré Ariane qui portait ce projet Alterfix. Comme nous, à l'ADR, on n'avait plus de salariés, donc c'est une coquille un peu vide, ou un stand-by en tout cas. Moi, je me suis jeté sur le projet porté par Ariane et je suis content et je serai content si on réussit donc à installer des nouveaux paysans, que ce soit avec l'ADR ou que ce soit avec Alterfix, pourvu qu'on en installe, vu la perte de nombre d'agriculteurs que l'on a et que l'on va avoir dans les années qui viennent. Je dis ici ou là que ce n'est pas la peine de se battre avec des institutions qui veulent défendre un type d'agriculture industrielle sur des grandes surfaces et des gros matériels. On n'a pas besoin de se battre avec eux parce qu'avec toutes les surfaces qui vont se libérer, à mon avis, on peut installer des jeunes en agriculture paysanne autant qu'on veut, autant qu'on pourra. Ça ne va pas leur prendre grand-chose. On doit pouvoir... ils vont se développer quand même. Ils auront de la surface à prendre. On n'a pas besoin d'être vécu comme des concurrents. Il suffit que soit respecté un minimum quand on a des projets sur un endroit où on peut installer un agriculteur en agriculture paysanne. Voilà, laissons-les se développer pour des grandes surfaces ailleurs. D'ailleurs, avec la taille des exploitations d'aujourd'hui et la taille du matériel qui va avec, il y a des tas de surfaces qui
Autrefois, c'était un jardin qui ne nous intéressait plus, comme moi j'étais en activité à mes débuts. Maintenant, c'est des champs de 1 hectare, 2 hectares et plus qui ne vont pas les intéresser, parce que faire venir des moissonneuses-batteuses pour faire un champ 2 hectares, ça se fait en un quart d'heure ou demi-heure. Ça ne va pas intéresser quelqu'un de faire déplacer une moissonneuse avec un véhicule convoi et tout le pataquès pour aussi peu. Donc, ils se contenteront, ils préféreront des surfaces bien plus grandes. Voilà, bon, je pourrais continuer longtemps, mais je laisse la place peut-être à Bernard. Oui. Merci. Et donc, Bernard, sur un volet un peu plus politique et sur le syndicalisme. Par exemple, oui. je- Alors, déjà, j'ai un certain nombre de points communs avec les deux précédents intervenants. Déjà, avec toi, Jean-Marie, eh bien, moi, bon, aujourd'hui, je suis donc paysan à la retraite. J'habite toujours sur la ferme que j'ai cultivée un bon nombre d'années, mais je ne suis pas né là. Alors, je précise, la ferme que j'avais, que j'ai toujours, mais en fermage, c'était polyculture, c'était sur une 50aine d'hectares, polyculture et élevage de poules pondaises en bio, comme l'a dit Alain. En même temps, on est passé en bio à peu près en même temps, en 84, n'est-ce pas? Ou 5, oui. Oui, on est plus dans une année près maintenant. Alors, juste, je précise que tu as parlé là de ce nombre assez important de labels, de cahiers des charges qu'il y avait à ce moment-là. C'était avant la reconnaissance par le ministère de l'Agriculture biologique, et qui, lui, le ministère a agréé un cahier des charges, d'ailleurs, qui s'est beaucoup inspiré de Nature et Progrès, pour ceux qui connaissent, qui était quand même l'association qui était la plus connue, la plus implantée. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'est ce qui aussi nous a poussé à créer le CIBAM Bio, enfin voilà, agrobio de maintenant, de par cette évolution, quoi. Mais ça a été quand même un point important pour le développement de la bio, cette reconnaissance par le ministère. Et ça a fait que tous les cahiers des charges qui existaient, enfin, le nombre assez important, voilà, ça a perdu de l'intérêt, même si aujourd'hui, ce que je trouve assez remarquable d'ailleurs, hein, c'est que Nature et Progrès, par exemple, existe toujours, et non seulement ça, mais en Lot-et-Garonne, alors qu'il n'existait plus, il y a un groupe de jeunes paysans ou paysannes qui sont en train de le remettre en route. Bon, ben pourquoi pas, hein, c'est très bien. Voilà, donc moi je suis du côté de l'autre côté du département, là-bas vers le Tarn-et-Garonne, sur la commune de Saint-Romain-le-Noble. Donc je vous ai... Et oui, on est voisins, on est amis et voisins. Voilà, c'est tombé comme ça. Nous avons fait du chemin ensemble, voilà. Oui, souvent à mi-temps. Voilà, mais ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce que tu as décrit de ta jeunesse ici, moi je suis né aussi à quelques kilomètres d'ici, sur la commune de Foyet, dont j'ai connu un peu les mêmes choses. Hein. C'est la deuxième ou troisième terrasse, Foyet, mais enfin on est toujours dans la vallée de la Garonne, et on pratiquait un peu les cultures que tu as décrites, avec beaucoup de tabac. S'il y a une chose que je n'ai pas fait dans ma vie, c'est surtout de ne pas fumer. Parce que j'en avais pris une telle couche jeune que... alors, j'ai oublié de la prendre, mais j'ai une feuille de tabac dans ma voiture que j'ai amenée pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la culture du tabac. Je peux montrer une feuille de tabac, j'irai la chercher tout à l'heure. Mais sur la ferme, outre les cultures que tu as décrites, hein, c'est-à-dire les fruits et légumes, on faisait beaucoup de tabac. Pourquoi? Mais parce que le tabac, c'était une culture à ce moment-là qui était nationalisée, qui était garantie par l'État. On vendait, on savait à peu près à quel prix on vendrait, quoi. Il n'y avait que la question de la qualité de la récolte qui jouait un peu, en plus ou en moins, mais on était sûr de l'écouler.
Et ça a été pour la région entière, pour la vallée de la Garonne, en particulier, je dirais, de Marmande à Aiguillon, quoi, et même d'ailleurs quasiment jusqu'à Agen, mais c'était moins fort là-bas. La capitale du tabac, c'était Tonnes. Tonnes avec une manufacture dont le bâtiment existe toujours, mais ne sert à rien, malheureusement, enfin pour le, pour le bâtiment. Et donc, ça a quand même fait, d'une certaine façon, la richesse de cette région-là, enfin, de ce qui correspond en gros à Val-de-Garonne aujourd'hui, quoi. Donc, mais bon, hein, c'est plus le moment de cultiver du tabac, on cherche au contraire à... mais il y a encore quelques producteurs. Alors, ce n'est plus une culture d'État, hein, il y a des coopératives qui se sont montées quand l'État a abandonné le monopole du tabac, et donc il y a toujours quelques producteurs. D'ailleurs, à la Gruyère, hein, il y en a un au moins. Voilà. D'ailleurs, la feuille de tabac vient de chez lui, que j'ai récupérée. Voilà. Mais ça oui, voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez déterminant dans la vie des paysans de cette époque-là et dans dans un certain bien-être de vie, afin de revenus, quoi. Je me souviens très bien qu'en 1955, nous avons, enfin mon père, quoi, a acheté son premier tracteur. Il l'a payé cash avec la culture de tabac de l'année. Hein, pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours y aller avec la culture de l'année pour payer le tracteur dont vous aurez besoin. On est loin de ce rapport-là. Ce qui montre bien la difficulté aujourd'hui des paysans, ça c'est qu'on soit de quelle obédience syndicale, le problème de fond, c'est quand même la rémunération du travail paysan. Ça, c'est clair. Voilà, donc, et donc, ça m'amène à parler, moi, parce que j'ai été sur la ferme familiale, comme aide familiale. Voilà, j'ai suivi les études jusqu'au BEPC, puis je suis resté sur la ferme, disons, jusqu'au service militaire. Et après le service militaire, il m'a pris de reprendre les études. Bon, je ne vous dirai pas dans quoi, mais j'ai repris les études quelques années. Et je suis revenu à l'agriculture, mais pas sur ma ferme, pas sur la ferme parentale, parce que ma sœur s'était déjà installée. Très bien. Et donc, j'ai trouvé, en gros, quoi, pour faire simple, là où je suis maintenant. Mais ce qui m'a beaucoup... ce dans lequel j'ai été très engagé, c'est le syndicalisme agricole, à travers ce qu'on appelle maintenant la Confédération paysanne, mais qui à ce moment-là ne s'appelait pas encore comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté mon second show d'études, je suis devenu animateur du centre des jeunes du CDJA, quoi, du centre des jeunes agriculteurs du département. Et ça tombait juste là. Je prenais mon boulot. C'est l'année où, pour la première fois, dans le Centre national des jeunes agriculteurs, était présenté à son congrès un rapport d'opposition. Disons qu'il y avait là un groupe qui se manifestait et qui remettait en cause le développement, on va dire, productiviste et surtout la domination de l'agriculture par un développement capitaliste de l'agriculture. Et où les paysans, là, certains paysans commençaient à se dire, mais ça va pas parce que ce développement-là, hein, 1970, oui, excusez-moi, oui, j'ai pas donné l'année, 1970. Voilà, ça c'est première fois que dans un congrès des syndicats en place à ce moment-là, se manifeste une opposition. Ce rapport a obtenu 42% quand même, hein, on a fait peur à la direction. Et moi, étant animateur du Centre des jeunes agriculteurs ici, je me suis trouvé embringué là-dedans, passionné aussi par les enjeux qu'il y avait derrière justement cette initiative. C'est comme ça qu'on a créé Paysans Travailleurs, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous.
voilà, entre 1970 et 1980, on a créé petit à petit, on a créé des groupes de paysans travailleurs. On n'a pas pu rester dans les CDJA ou les FDSEA parce qu'on a été expulsés. Ça ne plaisait pas du tout le syndicalisme qu'on défendait ne plaisait pas du tout à la direction des syndicats majoritaires. Et donc, alors qu'on a pensé à un moment donné prendre le pouvoir dans les syndicats majoritaires, on a abandonné l'idée et on a créé dans un premier temps ce qu'on a appelé les paysans travailleurs, c'est-à-dire les paysans, ce qui orientait notre réflexion et notre travail, c'était de dire on est avant tout des travailleurs, il faut se défendre en tant que travailleurs et avoir les droits, pouvoir bénéficier sur le plan social aussi de toutes les garanties que les travailleurs, qu'ils soient du milieu paysan ou d'autres milieux, ont aujourd'hui dans la société. Et voilà, ça on remettait en cause un peu le statut de chef d'entreprise, même si c'était un peu utopique. Voilà, et donc c'est comme ça qu'en 1980, il y a eu un regroupement de ces différentes tendances qui ont créé, d'ailleurs, on a inversé les noms, on a appelé ça les travailleurs paysans, et c'est en 87, c'est ce qui a donné la création de la Confédération paysanne. Et à ce moment-là, avec la création de la Confédération paysanne, il y a eu un tournant, une prise en compte beaucoup plus forte que jusque-là. C'était plus une revendication sociale. Et là, c'est devenu une revendication de pratique agricole avec la définition de l'agriculture paysanne, voilà, telle qu'on la défend aujourd'hui. Voilà un petit peu pour vous donner un petit peu un aperçu de l'histoire. Pendant ce temps, que ce soit CNJA, que ce soit FNSEA, bon, on continuait leur implantation, enfin, ou plutôt on préservait leur implantation parce que ça, c'est pas simple de faire bouger le milieu paysan et que petit à petit, malgré tout, bon, mais la Confédération paysanne a fait son trou, elle existe, elle est reconnue. Mais il y a encore du chemin à faire pour aboutir à une reconnaissance de l'agriculture, pour une reconnaissance véritable pour le type d'agriculture qu'on veut développer à travers cette notion d'agriculture paysanne. Donc voilà. Alors ici, sur le département, ce que je voudrais donner aussi comme réalité historique. On est un département ici qui, entre 1930 et 1945, on va dire, a été très marqué par l'empreinte communiste, le Parti communiste. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de métayers, parce qu'aussi dans le département à côté, les Landes, il y avait ce qu'on appelle les gémeurs, qui avaient un statut de travailleur assez horrible. Et voilà, c'est ce qui a permis à la mouvance politique qui est le Parti communiste à ce moment-là, de s'implanter très fortement. Et le Marmandais a été très influencé sur le plan syndical. Je ne parle pas du plan politique, mais sur le plan syndical, a été très marqué par cette dynamique. Les députés qui se sont succédés, d'ailleurs, ici sur la zone, ont été jusqu'à... Il y a eu Renaud, alors Renaud, le plus connu, c'est Renaud Jean, qui était très connu, pour ceux qui ont un peu d'âge ou même, ou qui ont lu un petit peu l'histoire locale. C'est une personnalité de la région qui a beaucoup marqué la région par son charisme, son dynamisme, et si vous voulez, ça me fait penser, je fais la relation avec la coordination rurale actuellement, qui est aussi, il faut bien le reconnaître, même si on ne partage pas sa philosophie, il faut reconnaître qu'ils sont très actifs, ils sont très présents dans la défense des paysans. Voilà, un paysan a un problème, et bien, ils sont là. Et à ce moment-là, eh bien, c'était le syndicalisme animé par
par la sensibilité communiste qui jouait ce rôle-là, quoi. Voilà, ça a été important dans la région. Que dire? Je peux m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal là. On a un petit portrait plutôt complet, je trouve. On s'était dit... Pardon, excusez-moi. Petite chose alors. Oui. sur le plan, alors agronomique, enfin sur le plan justement du paysage agricole de la région, il n'y a pas photo avec ce qu'on a décrit avec Jean-Marie et maintenant. Moi, quand je passe maintenant sur la ferme où je suis né, je ne reconnais pas de paysage. Je ne reconnais pas de paysage. Autant à ce moment-là, du temps de ma jeunesse, c'était des champs, comme tu l'as dit, hein, de légumes, de fruits, voilà, il y avait un peu de céréales et de l'élevage, c'était très diversifié. Aujourd'hui, on passe, et puis même le Mazagennais, hein, entre le Mazagennais et Fauvrol, hein, qu'est-ce qu'on voit? Du maïs, du maïs, du maïs, du maïs, du maïs, du maïs. Pardon? Des poloviens. Ah, des poloniens. Oui, alors... C'est vous qui les avez plantés? Je crois. Ah, c'est la grande mode, oui. Non, mais voilà, il y a, bien sûr, là, je pousse un peu le trait, là. Enfin, voilà, on est tombé dans la monoculture de façon quand même très, très, très forte, quoi. Voilà. Merci. On s'était dit ensuite qu'on avait un temps où, en fait, on vous laissait la parole à vous, public, pour nous témoigner aussi de votre parcours, de ce que vous avez pu voir sur le territoire, les évolutions, voilà un peu ce que Jean-Marie, Bernard et Alain nous ont raconté, mais de votre point de vue à vous. Donc, la parole est ouverte.